bonjour. Nous recevons François Cuyand, le maire de Brest, qui visiblement a la banane, puisqu'il a entamé hier soir sa 5e campagne municipale dans une ancienne bananerie, la Passerelle. Et pour vous interroger, Arnaud Morvan, qui est le chef de la rédaction du Télégramme à Brest, et Christophe Boucher, ouais. Bien connu, je commence à avoir des trous là, c'est l'âge. Ouais. Christophe Boucher, donc, qui est rédacteur en chef de TBO et TB Sud. Alors, bonjour à vous. Merci d'être là. Une première question, Arnaud ? Oui, en 2020, monsieur le maire, vous étiez tout juste réélu. Vous disiez à l'époque que ce serait votre dernier mandat. Je vous cite une formule forte, « Passer un certain âge, ce n'est pas raisonnable ». Qu'est-ce qui vous a poussé à changer d'avis ? L'âge n'est plus un problème. Alors, cette décision de me représenter a été une décision non pas individuelle, mais une décision collective. Collective, d'abord dans l'équipe municipale, ensuite au sein d'un parti auquel j'adhère depuis effectivement très longtemps, qui s'appelle le Parti socialiste, mais aussi une décision familiale qui a été longuement discutée. Et voilà, donc oui... Le déclic, comment ? Le déclic, il a eu lieu quand ? On a fait une enquête d'opinion qui montrait que pour conserver cette ville à gauche, j'étais sans doute le mieux placé. Voilà, donc j'aurais pu effectivement faire valoir mes droits à la retraite, bien mérités. Mais c'est l'unique argument aujourd'hui qui vous a poussé justement à y aller. C'est l'unique argument qui vous a poussé à y aller. Non. Heureusement, j'ai un amour immodéré pour cette ville et pour cette métropole, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et je pense que je peux encore apporter à cette collectivité. Personne n'était digne de la succession ? Si, bien sûr, et heureusement. Et puis je ne suis pas éternel, je crois pas en la vie éternelle, heureusement d'ailleurs. Vous avez fait des déçus ? Vous avez fait des déçus ? Non, parce que cette décision a été prise collectivement avec d'autres personnes qui auraient pu légitimement prétendre. Je pense à Johan Nedelec ou Yann Gevel, deux adjoints et vice-présidents adjoints au maire et vice-présidents de la métropole. Et puis en discutant, y compris donc de manière plus collective, la décision a été prise et acceptée. Alors Arnaud, il y a cet accord important avec les écolos. Oui, effectivement. Bon, est-ce qu'on peut parler de mariage de raison, puisque vous avez été plutôt chahuté depuis la rentrée par les écologistes, qui étaient les premiers à faire mention de votre âge. Ils ont eux-mêmes mené un sondage à la rentrée. Ce sondage disait que 75% des Brestois aspiraient à du changement à la tête de la ville. Comment s'est opéré ce mariage ? Je ne sais pas quelle est parce que j'en ai jamais eu connaissance d'ailleurs, la valeur scientifique de ce sondage. Parfois, les questions appellent des réponses évidentes. Mais non, après, mariage de raison, je sais par expérience collective que les mariages qui durent sont les mariages de raison. Mais vous leur avez beaucoup donné quand même aux écolos, là. Non, on a fait ce que toutes les grandes villes de France font. Ce qu'on n'avait pas fait en 2020, dans des raisons, dans des circonstances particulières. Premier tour au mois de mars, deuxième tour qui est repoussé au mois de juin pour cause de crise Covid. Et donc, effectivement, l'alliance de deuxième tour ne correspondait pas au poids réel électoral des écologistes sur Brest. Ce que je prends deux exemples proches, ni la maire de Rennes, ni la maire de Nantes n'avaient fait. Voilà, donc on est revenu à une situation un peu plus normale, si je puis dire. Il y a le paysage politique qui a pas mal changé, il y a eu tout ce débat sur l'insécurité qui s'est engouffré dans le début de campagne. Vous-même, on vous a accusé parfois de déni sur l'insécurité. On a vu que le narcotrafic se développait à Brest comme dans les grandes métropoles que sont Rennes et Nantes. Pas que dans les grandes métropoles. Mais même... le Télégramme a quelques accointances à Morlaix. J'ai cru comprendre que le maire de Morlaix avait été menacé de mort par les narcotrafiquants. Donc on n'est pas dans une très grande ville à Morlaix, sauf... si je ne sais pas calculer. Non, mais voilà. Ça a métastasé sur l'ensemble du territoire. On pourra y revenir, mais le trafic de stupéfiants aujourd'hui, c'est dans toutes les communes, y compris les plus petites.
Mais ça a des conséquences. Donc Christophe, hein, Oui, ça a des concessions que vous avez faites finalement. Concession à qui? Alors, nous... Alors, votre collègue de Quimper, Isabelle Assy, a mis la question sur le devant de la scène cette semaine en évoquant la police municipale qu'elle a montée depuis maintenant 6 ans et qu'elle envisage d'armer, d'armes létales. Le chemin faisant, elle a pris par la droite, on va dire, justement les candidats que sont le Républicain et le RN, en les doublant par la droite. Vous pensez quoi vous n'en êtes pas encore tout à fait là. Sur la vidéoprotection, il y a une évolution un peu imposée par l'État quand même. Imposer, c'est pas forcément le mot que j'emploierais. Mais pour reprendre votre question à l'origine, moi, je ne connais aucun maire qui ne se préoccupe pas des questions de sécurité. Après, il y a des choses qui ont changé. Vous revenez, 20 ans en arrière, quand il y avait un problème dans une ville, qu'est-ce que disait le citoyen lambda? Il disait, mais que fait la police, que fait la justice? Aujourd'hui, c'est que fait le maire. Voilà, première chose qui a beaucoup bougé. Que fait le maire? Et si je reviens 20 ans en arrière, il existait ce qu'on appelait la police de proximité, créée par Lionel Jospin, Premier ministre, supprimée par un ministre de l'Intérieur qui s'appelle toujours... Qui sort de prison. Nicolas Sarkozy. Le commissariat de Brest a perdu 100 postes. 100 postes qui ont été perdus. Mais face à ça... Attendez. Et le problème aujourd'hui, c'est que quand il y a un problème dans les quartiers, il y en a, personne ne peut le nier, hein, les habitants du quartier, et notamment les jeunes, ne connaissent plus la police, parce qu'il n'y a plus de police de proximité. Ils ne la connaissent que quand il y a un problème qui vient se poser. Et les policiers sont considérés comme des ennemis, comme des adversaires. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Comment? Une fois qu'on a dit ça, Oui. Moi, la première, j'ai pas changé d'avis. Vous n'êtes pas prêt à bouger alors? Si, non, mais j'ai pas dit. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Mais je reviens à ce que je disais. Que fait la police? Que fait le maire? Pour moi, la sécurité, qui est un problème majeur national, c'est d'abord le rôle de l'État. De la police nationale et de la justice. Il y a quand même pas mal de villes dans le sud. Alors c'est plutôt des municipalités de droite, mais elles ont beaucoup renforcé la police municipale, qui travaille d'ailleurs en bonne intelligence avec la police nationale. Oui. ou en Bretagne qui en ont créé. Oui, tout à fait. Comme Ouais. vous Non, avez mais dit, vous avez moi, dit tout à l'heure. on est en train de réfléchir au programme Les écologistes ne sont pas municipal. hostiles à une police municipale. Oui, mais non armée. Et moi, je l'avais dit à Isabelle Assy, maire de Quimper. Tu crées une police municipale, si tu veux que tes policiers aillent dans certains quartiers passer une certaine heure, fatalement, ils refuseront s'ils ne sont pas armés. Pour leur sécurité à eux. Pour leur propre sécurité, ça. tout à fait. Ouais. Mais après, excusez-moi d'être rétrograde, mais le droit à la sécurité, ça date pas de hier, d'avant-hier, ça date de la Constitution de la Ve République et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec une compétence qui est d'abord celle de l'État. Alors, les choses sont beaucoup aggravées depuis. Laissons Morlaix de côté, c'est quand même un cas assez particulier. Non. Comment vous... Alors, on n'est pas Marseille, mais comment vous comparez par rapport à Rennes et Nantes, dont l'actualité récente est jalonnée de règlements de compte? C'est la preuve que la police municipale ne règle, même armée, c'est le cas à Rennes et à Nantes, ne règle pas les problèmes. Hein. C'est un problème de trafic qui ne sont pas locaux, qui sont nationaux ou internationaux. J'en parle régulièrement avec le préfet maritime. Hein, le nombre de bateaux que la Marine nationale peut récupérer, notamment dans le golfe de Guinée, est quand même impressionnant. Mais après, j'ai aussi coutume de le dire, ça a été repris, y compris par le président de la République actuel, s'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des consommateurs, dans tous les milieux, y compris les milieux favorisés. Vous êtes pour personne ne le dit. Hein. Vous êtes pour la surpénalisation des consommateurs? Oui. Vous avez dit dans votre campagne, où il paraît que c'est un terme que vous utilisez fréquemment, Brest a changé de mental. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes là? Plus, ouais. Un peu plus même. Ça fera 25 ans. Voilà, Non, avant, j'étais adjoint au maire de Pierre-Maille, oui. Et j'étais député. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, il y a toutes ces réalisations sur lesquelles on va revenir, hein, le côté maire bâtisseur, mais
Qu'est-ce qui a le plus changé dans l'état d'esprit de cette ville ? Je crois que les Brestois ont appris à mieux connaître leur ville, à mieux l'aimer et à la faire aimer. Et c'est nouveau. Je ne vais pas revenir pour les plus anciens aux chansons des goristes, qui se moquaient de Brest, de l'esprit brestois, etc. Je crois que ce qui a changé, oui, c'est que les Brestois aujourd'hui découvrent leur ville et l'apprécient d'abord et la font aimer. J'ai coutume de dire, même si c'est pas correct, qu'on a l'habitude de classer j'ai l'habitude de classer les villes en 2 catégories, les villes portuaires et les non portuaires. Brest est une vraie ville portuaire. Moi, quand je rentre au bureau le matin, je vois la rade de Brest, et je crois que ça fait partie aussi de notre ADN. Vous étiez un peu ému l'autre jour au Capucin quand Matmata a entonné Matmata et Christophe Miossec en même temps. Tout à fait. Tonnerre de Brest. Ce sont 2 amis, Stan. Que j'ai vu avant-hier, il y a un joli ouvrage qui sort sur Matmata. 30 ans ferme, Matmata, 30 ans ferme. Oui. Voilà, que je lirai tranquillement entre Noël et le 1er de l'an. Arnaud Morvan. Ce nouveau regard là sur Brest, est-ce qu'on doit l'imputer aux 20 dernières années où on a vu une première ligne de tram arriver, on s'apprête à en inaugurer une deuxième le 14 février, les Capucins ont été retoilettés, il y a la Marina du Port qui est apparue également. Tout ça est arrivé sous vos mandats. Est-ce que ça fait partie de vos fiertés ? Est-ce que c'est ça qui vous pousse à continuer ? Et c'est quoi la suite ? Ça fait partie effectivement de mes fiertés, mais la modification de Brest est antérieure. J'ai souvenir, c'était Pierre Maille qui était maire, j'étais adjoint d'un débat sur la construction de la faculté Ségalin en centre-ville. Et beaucoup nous disaient, mais quand même, les universités aujourd'hui, c'est à l'extérieur. Et je pense que ça a aussi changé le regard qu'on a sur notre ville. Alors effectivement, le tramway a beaucoup fait, mais le tramway, ce n'est pas que du transport en commun, c'est aussi de la requalification urbaine. On a eu un choix majeur à faire lors de la construction de la première ligne de tramway, c'est de faire passer le tramway au sein de Pont-à-Nézanne, du quartier de Pont-à-Nézanne, en démolissant des immeubles, mais ça a ouvert ce quartier qui vivait enfermé sur lui-même. Ouais. Voilà, c'était un choix politique. La facilité aurait été de faire... Plus de 100 millions d'euros investis. Plus de 100 millions d'euros. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, c'est peut-être marginal, mais la fête des Grands Voiliers, c'est tous les 3 ou 4 ans. Tous les 3 ans maintenant. Les 3 ans. Ça n'a pas été aussi un déclic un peu symbolique en termes de réappropriation culturelle ? Oui, tout à fait, oui. C'est l'ouverture aussi de la marine nationale sur la ville de Brest. Jusqu'à il y a 30-40 ans, c'était la ville civile, si je puis dire, et la ville militaire, étaient 2 mondes qui s'ignoraient totalement. Et là, les fêtes maritimes ont complètement ouvert les choses. Le préfet maritime est un partenaire régulier. 92 a été justement le démarrage peut-être pour vous de cette ouverture sur le monde et sur autre chose ? Complètement. Ça a été un déclic important de 2 mondes qui ne se connaissaient pas, qui s'ignoraient, et puis qui se sont découverts. Après vous le citiez, il y a eu l'ouverture du port du Château. Je vous invite à aller regarder l'exposition de photos qui est au Capucin, avant-après. Port du Château avant, Port du Château après, et puis les Capucins. Ce sont donc des fiertés. C'est quoi votre... Oui, bien sûr, ce sont des fiertés, mais qui correspondent aussi à une opportunité. C'était pas, quand j'ai été élu en 2001, il n'était pas dans le programme prévu de créer les ateliers des Capucins ou le port du Château. C'est quoi votre prochain défi brestois alors, je crois que je l'ai évoqué hier soir, le prochain gros défi, c'est le logement. Logement social. C'est un des 4 points de votre programme. Mais, le logement social, bien entendu. On fait beaucoup de rénovations, mais avec des moyens qui sont malheureusement, et l'État y est responsable, un peu limités. Je présidais hier après-midi, le conseil d'administration de Brest Métropole Habitat. La loi dite APL, réduction des APL, RLS, nous a fait perdre 24 millions d'euros.
Et aujourd'hui, BMH a 8000 demandes de logement non satisfaites. 8000 demandes de logement non satisfaites. Alors, ce n'est pas que les 24 millions d'euros, hein, mais il y a le logement social, il y a le logement intermédiaire, et puis il y a la réhabilitation des logements anciens. On a un gros projet d'Isiamorphose. Voilà. Sur le centre-ville, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faudra essayer de rénover complètement ce quartier qui date de la reconstruction. Donc une grosse enveloppe dédiée au logement prévue dans votre Tout à fait. programme. Ouais. C'est pour moi, parce que l'absence de logement ou le mal logement est aussi la porte ouverte à des dérives que tout le monde peut connaître. Vous avez du foncier justement aussi pour assouvir tous ces souhaits-là? Oui, on a du foncier, bien entendu, mais je crois que ce qu'il faut d'abord faire, c'est rénover. Hein, j'ai inauguré ça fait un mois, les gratte-ciel de Brest, vous savez où c'est? À Quéliverzan. Les tours de Quéliverzan, on a fait un gros projet de rénovation qui va faire que ce quartier va revivre. Il y a un gros dossier, évidemment, dans cette campagne, mais ça ne dépend pas de vous. Maintenant, c'est le rôle du tribunal, c'est le stade de foot. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, votre accord avec les écolos, ce n'est pas du tout, de votre part, un recul sur ce projet. Gérard Lecin a accueilli ce mariage, d'ailleurs, assez timidement ou froidement. Il ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle, selon sa formule. Je n'ai jamais reculé. Moi, j'ai toujours pensé que Francis Leblay ne correspondait plus aux demandes, que la rénovation coûterait plus cher qu'un nouveau stade. Accessoirement, j'aime beaucoup le foot, la Ligue, enfin la Coupe d'Europe, on l'a fait à Guingamp, 8000 habitants. Brest, 140. Bon, expliquez-moi pourquoi. Voilà, donc j'ai jamais varié. Accessoirement, le terrain du Fruit-de-Vin, on l'a acheté de mémoire en 2004 ou 2005. C'était Henri Paillet, qui était maire de Guipava, qui m'avait un jour invité à venir voir le foncier. Il m'a dit, c'est là qu'il faut faire le stade. Déjà à l'époque, vous pensiez le stade? Déjà à l'époque. Et à votre avis, pourquoi le tram Porte de Guipava arrive jusque-là? C'est pas pour Ikea. Pas pour Ikea. Mais parce qu'on avait le projet de stade qui n'a pas pu avoir lieu pour des raisons financières. On verra ce que décide. Et donc, non, moi, j'ai été extrêmement étonné des remarques que j'ai pu lire dans la presse, que je lis tous les matins avant 7 heures, du maire de Guipava, qui va signer sans doute cet après-midi, on est vendredi, le permis de construire. Et puis on verra. On verra. Mais moi, je n'ai pas changé d'avis. Et j'ai été... Je l'ai dit à Denis Lecin, je lui ai même écrit, extrêmement étonné de voir qu'il disait vous avez fait alliance avec des écologistes, donc vous avez renoncé au projet de stade. Non. Et comment vous avez réussi à convaincre Glenn Dissot sur cette question-là, qui était quand même assez fermé, obtus là-dessus? Non, mais les écologistes, pour des raisons diverses, restent attachés à Francis Leblay. Oui, c'est ça. Mais après, je l'ai dit au maire de Guipava et au conseil de métropole la semaine dernière, il y a une majorité Voilà. Et donc on peut être en désaccord. Si on était en accord sur tout, ça se saurait. C'était pas le sujet totem, quoi. C'était pas celui qui déterminait le reste. Et sur la question du stade, l'après le blé, est-ce que l'après le blé fera partie de vos engagements forts pour la prochaine campagne? Parce qu'il y a 1,5 hectare de foncier qui vont être libérés dans l'hypothèse où le projet va à son terme. Vous parlez tout à l'heure du foncier pour du logement. Il y a du logement à faire, et sans doute avec des espaces verts cumulés. Mais voilà, donc la réponse est... Est-ce que vous ferez la fusion des listes avec les Insoumis au second tour, comme il le suggère? Alors, il suggère de fusionner s'ils sont en tête. Improbable. Je ne suis pas... expert Qui vous voyez en tête au soir du premier tour? Non, mais c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, comme les paysans, Guillaume Rouet était là tout à l'heure, le disent. Mais donc, imaginez que la France insoumise soit devant nous au premier tour des municipales, pour moi, c'est une vue de l'esprit, quoi. Voilà. Après, si tel est le cas, pour moi, fusion égale confusion. Fusion, c'est confusion. Et je rappellerai
je leur rappellerai que, hormis les désaccords complets qu'on peut avoir sur plein de sujets, je me souviens qu'en 2014, élection municipale, entre les 2 tours, ils me disent on va fusionner, mais on sera dans l'opposition. Je leur ai répondu mais je ne suis pas une mère porteuse. Donc ça a duré 5 minutes. Et en 2020... Ça n'a pas progressé beaucoup. En 2020, dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire un deuxième tour compte tenu de la crise Covid qui a lieu 5 mois après le premier tour, au deuxième tour, la tête de liste de la France insoumise a appelé à ne pas aller voter. Donc, on n'oublie rien. Il est aujourd'hui, pas de cadeau. Il est député aujourd'hui. Bien. Est-ce que vous avez donc la réponse... Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous n'avez pas pu faire? Peut-être agglomérer autour de vous des communes, c'était un de vos projets, Crozon, ça vous Une a... métropole étendue. Oui, tout à fait. Ouais. Molène, c'est un cas particulier. Non, Molène est membre de la communauté de communes du Pays d'Iroise. Mais après, il y a la continuité géographique due à la mer. Mais bon, je plaisante en disant ça. Non, d'abord, on est métropole. Et ça a été un combat que j'ai mené, que j'ai gagné, grâce à François Hollande, voilà, une complicité que nous avions. Persistante, tout à fait. La communauté urbaine a fêté ses 50 ans l'an dernier. Avec François Hollande. Sans doute qu'elle a été créée trop tôt. On a été une des premières communautés urbaines à créer de manière volontaire. Les autres, Lyon, Lille, etc., Bordeaux, l'ont été par la loi. Georges Lombard a eu cette intuition de créer une communauté urbaine. On a été une des premières, mais sans doute il a peut-être eu raison trop tôt, c'est-à-dire sur un périmètre trop restreint, c'est-à-dire 8 communes. Mais oui, moi j'avais lancé l'idée au sein de ce qu'on appelle le Pays de Brest. On avait fait d'ailleurs un séminaire sur une petite île que je connais bien. Tous les présidents étaient là pour dire est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'élargir le périmètre de la métropole. On a longtemps discuté avec le pays de Crozon, Crozon-Aude-Maritime. Les autres avaient... Et les freins, ils venaient d'où alors? Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Le président de l'époque... La grande métropole quand même. La peur d'être absorbé. Peut-être, oui. Mais en tout cas, il a été mis en minorité au sein de son conseil et on a refermé la porte. Alors que les avantages pour la presqu'île de Crozon, je pense notamment au transport transrad, auraient pu être faits dans des conditions financières acceptables pour nous. Voilà, tout ceci est... On a longtemps... Et pour terminer, je pense que... seul le législateur pourra revenir sur ce type de situation. On a longtemps présenté Brest comme une ville d'État qui tournait le dos à son arrière-pays, une ville militaire, d'emprise militaire, créée par Colbert, etc. Ça a beaucoup changé, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Avec, aujourd'hui, des tas de beaux projets dont on n'a pas parlé, les 30 ans du CHU, le polder, l'arrivée d'Accenture, etc. Est-ce que Brest, aujourd'hui, rayonne vraiment comme une métropole d'équilibre La réponse est oui. Et c'est d'ailleurs, hormis l'amitié que j'ai pour l'ancien président de la République, François Hollande, dont le nom a été cité, c'est une des raisons qui nous ont permis d'avoir le statut de métropole. Moi, j'avais été voir François Hollande pour lui dire, écoute, pour moi, une métropole, c'est pas un nombre d'habitants. À l'époque, le projet de loi prévoyait d'avoir 400 000 habitants pour avoir le statut de métropole. Je lui ai dit, pour moi, une métropole, c'est... Ça, c'est l'échelle du pays. Une structure qui rayonne. Le CHU, ça vient d'être cité, l'université, le Quartz, etc. Tous ces grandes structures rayonnent pour une population qui n'est pas simplement la population de Brest Métropole. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a obtenu ce statut dont beaucoup d'autres intercommunalités ont bénéficié après, sans que j'ai forcément les merci qui vont bien avec. Mais c'est la vie.
Bon, écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin. On a balayé large. De toute façon, la campagne ne fait que commencer. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël dans quelques jours. Merci, messieurs, de votre collaboration. Et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités pour un dernier café du commerce. Bon week-end, portez-vous bien.